Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux nouveautés conséquentes à la loi de finances complémentaire pour 2020, notamment par rapport au régime réel d'imposition, donc celui que l'on détermine à partir du bénéfice réel. Nous aborderons effectivement tous les avantages fiscaux, nous aborderons comment comprendre les textes de la loi de finances complémentaire pour ceux qui sont soumis au régime réel d'imposition. Et je compléterai ma précédente vidéo concernant les professions libérales par rapport à l'impôt forfaitaire unique et surtout par rapport au passage de l'IFU au régime réel. Très bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Dahou Boudiaf, je suis consultant international en droit fiscal et droit des affaires depuis plus de 13 ans. Je suis également enseignant de droit fiscal français et algérien au sein de l'École supérieure algérienne des affaires depuis 3 ans. Et j'interviens sur des questions pratiques ou théoriques, que ce soit par rapport à des analyses fiscales, audits fiscaux ou bien même la prise en charge de redressement et de contentieux fiscaux. Très bien. Alors, juste une petite précision par rapport aux professions libérales, avant de passer au régime réel. Nous avons un problème de droit actuellement qui concerne le passage de l'impôt forfaitaire unique au régime réel d'imposition. Pourquoi nous avons ce problème par rapport aux professions libérales? Parce qu'il y a eu un moment d'incertitude depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la loi de finances complémentaire. Et nous ne savions pas quel allait être le sort des professions libérales et surtout des sociétés civiles professionnelles par rapport justement à l'impôt forfaitaire unique. Alors aujourd'hui, nous avons bien plus de précision. Il reste néanmoins une question, c'est que quand est-ce qu'on doit faire ce passage de l'impôt forfaitaire unique au régime réel ? Les contribuables concernés, donc les professions libérales, en théorie et selon l'État en l'espèce du droit, l'application de l'impôt forfaitaire unique devrait être à partir du 4 juin, la date à laquelle entre en vigueur la loi de finances complémentaire. Or, cela voudrait dire que nous allons appliquer le régime réel du 1er janvier au 3 juin et nous allons appliquer l'IFU du 4 juin au 31 décembre. Cela est impossible. Nous ne pouvons pas appliquer deux régimes fiscaux pour un seul exercice. De ce fait, nous avons deux hypothèses. Première hypothèse, l'administration fiscale va se prononcer et va se dire, écoutez, pour cette année, qui est une année de transition, on va rester sur l'IFU. Même si vous dépassez les 15 millions de dinars, il se peut que vous alliez rester sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, pour justement garantir une continuité et le fait d'avoir un exercice auquel on applique un seul régime fiscal. Alors il y a bien sûr une explication juridique derrière cette théorie, c'est que en réalité nous avons un délai de souscription pour le régime réel qui devrait expirer fin janvier. Nous avons également aucune prolongation de délai par rapport à cette souscription au régime réel, donc passage de l'IFU au régime réel. Donc on est censé continuer à appliquer le régime de l'impôt forfaitaire unique, si bien sûr c'était le cas en 2019. Je parle bien sûr des personnes qui exercent des professions libérales et qui sont concernées par le passage de l'impôt forfaitaire unique au régime réel. Donc première hypothèse, on ne fait rien pour 2020, on reste IFU, même si on dépasse le seuil de 15 millions de dinars. Or, d'un autre côté, nous avons eu quand même un gel de la part de l'administration fiscale par rapport à la réception et au paiement des déclarations G50 depuis la période du 1er janvier aux professions libérales. Cela laisse entendre que finalement il y avait un doute justement qui planait par rapport à l'implication ou non des professions libérales et des sociétés civiles professionnelles par rapport au régime de l'impôt forfaitaire unique. Donc, au final, il est possible aussi que nous devrions appliquer le régime réel. Cela voudrait dire qu'en réalité, nous allons appliquer la TAP à partir du 1er janvier. Que nous allons appliquer de la non-récupération de TVA sur achat, ça ne change pas, que ce soit IFU ou régime réel dont le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions de dinars, ça ne changera pas. Donc effectivement, l'impact ne réside qu'au niveau de la TAP.
Appliquer un avantage fiscal de manière rétroactive, ça c'est possible. Mais par contre, reprendre un impôt de manière rétroactive, là c'est anticonstitutionnel. Donc il me semble, selon mon analyse personnelle, que l'administration fiscale va trancher à un moment ou à un autre, par une note de la direction de la législation fiscale, sur le fait de rester sur l'impôt forfaitaire unique. Pour ma part, je pense que ça sera le cas. Je pense qu'une des interprétations qui est fort possible d'application, ça va être que pour 2020, on ne change rien. On appliquera les mesures de la LFC complémentaire, de la LFC pardon, pour 2020, à partir du 1er janvier 2021. Très bien. Après, il est possible que la direction de la législation fiscale tranche différemment. Ça veut dire qu'elle ne prenne pas en compte le délai de souscription, donc le délai de passage du régime forfaitaire au régime réel, et du coup, les professions libérales seront obligées de se soumettre au régime réel à partir de l'exercice 2020. Quid de la TAP ? C'est un élément important, ça veut dire que la TAP revient à être déclarée et payée à partir du 1er janvier. Or, nous avions eu un gel. L'administration fiscale nous a demandé de suspendre, a demandé aux professions libérales de suspendre les déclarations jusqu'à loi de finances complémentaire. Donc ça, c'était le petit rajout que je voulais faire par rapport à ma vidéo précédente concernant la fiscalité des professions libérales. C'est que pour cette année, nous sommes encore jusqu'à parution des textes d'application, un peu dans l'incertitude pour l'exercice 2020. Resterons-nous au régime IFU pour ceux qui dépassent 15 millions de dinars, ou est-ce que ne devrions-nous pas nous soumettre au régime du bénéfice réel ? Très bien. Maintenant, justement, nous allons parler de ce régime réel. Quelles sont les nouveautés ? Alors, je vais l'aborder en deux phases. Nous allons avoir un petit peu l'analyse fiscale, donc nous allons déterminer les personnes imposables, les assiettes fiscales, les taux, etc. Et nous allons d'autre part aussi parler des avantages fiscaux qui ont été accordés par cette LFC 2020. Par rapport aux personnes imposables, donc ça devient un petit peu plus simple, on va viser toutes les personnes morales immatriculées au RCS, au registre de commerce et des sociétés, ainsi que les activités artisanales immatriculées au registre des métiers. Nous allons avoir également les personnes physiques et sociétés civiles professionnelles qui dépassent les 15 millions de dinars de chiffre d'affaires annuel et celles qui ont opté bien sûr pour le régime réel. Nous allons parler de la TVA, parce que nous avons également une modification par rapport à la TVA qui implique l'exclusion du chiffre d'affaires qui est inférieur à 30 millions de dinars de l'application de la TVA. Si mon chiffre d'affaires annuel est inférieur à 30 millions de dinars, je suis exclu du champ d'application de TVA. Beaucoup de termes techniques, je me dois un petit peu d'expliquer les fondamentaux quand même de la TVA. Il faut faire un rappel parce qu'il y a eu beaucoup de débats et pas mal de professionnels avertis malheureusement n'ont pas encore bien maîtrisé ce mécanisme de TVA. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que la TVA est appliquée par le vendeur, premièrement. Donc quand je suis vendeur, je me pose la question, est-ce que j'applique la TVA sur ma facture ? Pour répondre à cette question, je dois vérifier si je suis dans le champ d'application de la TVA. Si je remplis les conditions d'application de la TVA, je vais devoir facturer le montant hors taxe, rajouter la TVA et calculer le montant TTC. Très bien. Si mon activité est dans le champ d'application de la TVA, mais qu'il y a une disposition légale qui va m'exclure de ce champ, c'est comme si le trésor public vous considérez comme un consommateur final. Ça veut dire que tout ce que vous allez acheter, même si ça va générer une activité derrière et que ça va générer de la production, vous allez quand même être considéré comme consommateur final. En conséquence, la TVA sur vos achats est non récupérable. Il faut faire extrêmement attention. Contrairement à la franchise de TVA, c'est un mécanisme avantageux qui permet au trésor public, sous certaines conditions,
d'offrir la TVA au consommateur final. Par exemple, si on va exonérer de TVA les prestations médicales, par exemple, ou les prestations d'enseignement, c'est pour offrir la TVA au consommateur final. Ça ne veut pas dire que c'est le prestataire de l'enseignement ou bien le prestataire de santé qui offre la TVA ou qui est exclu de TVA. Donc la TVA à ce moment-là, elle sera récupérable parce que c'est une décision législative d'offrir au consommateur final la TVA. Un exemple un petit peu plus clair, enfin je suppose qu'il sera un petit peu plus clair, quand on a par exemple des accords avec l'ANDI ou avec l'ANSEJ et on obtient des exonérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais acheter mon matériel en hors taxe, je vais être exonéré de TVA. Moi, acheteur, non pas moi vendeur, moi acheteur, je vais être exonéré de TVA. Donc je vais aller à l'administration fiscale récupérer une attestation d'achat en franchise de TVA. À ce moment-là, mon fournisseur, il peut me facturer en hors taxe. Et là, sa TVA à lui, elle est récupérable parce qu'il n'est pas exclu du champ d'application. C'est simplement cette opération qui est exonérée de TVA. Et donc, du coup, c'est une décision, quelque part indirectement du Trésor public, d'offrir la TVA au consommateur final. Donc, si je me place du côté fournisseur, donc celui qui fournit l'équipement à la personne qui est exonérée de TVA, je vais réclamer une attestation d'achat en franchise de TVA que je vais joindre à ma facture pour, lors de contrôles fiscaux ou de vérification de comptabilité, je peux dire oui, ma TVA sur mes achats, elle est récupérable parce que j'ai mon client qui est franchisé de TVA, qui achète sans TVA. Maintenant, je vais me placer du côté acheteur. Du côté acheteur, je ne me pose pas la question si j'applique ou pas la TVA. Je reçois déjà une facture. Si elle est en hors taxe, je n'ai pas de problème. Si elle comprend de la TVA, ma question va être de me dire est-ce que cette TVA est finalement récupérable ou non? Et finalement, je dois me poser indirectement la question, me dire est-ce que je suis consommateur final? Pour répondre à cette question, suis-je consommateur final, il y a des conditions qui sont réglementaires et qui sont dans le code des impôts, le code des taxes sur le chiffre d'affaires, et qui nous donnent un certain nombre de conditions pour avoir le droit de récupérer la TVA. Une de ces conditions, c'est que l'achat génère une facturation soumise à TVA. Donc, pas une opération exclue, une opération soumise. L'opération soumise exonérée implique récupération de TVA. L'opération exclue du champ d'application implique que vous êtes consommateur final. La TVA sur achat correspondante est non récupérable. Il va falloir faire très attention à ce point. Donc effectivement, même si je suis au régime réel, mes achats que je paierai en TTC n'ouvriront pas droit à la déduction de la TVA parce que je suis en dessous du seuil de 30 millions de dinars et parce que le fait d'être en dessous du seuil de 30 millions de dinars m'a exclu du champ d'application de TVA. Donc finalement, mes achats ne me génèrent pas une opération soumise, elles me génèrent une opération exclue. L'opération soumise et exonérée de TVA, c'est quelque chose. L'opération qui génère un chiffre d'affaires exclu, c'est autre chose. Il faudra faire très attention, très chers collègues praticiens du droit fiscal ou consultants ou avocats fiscalistes ou commissaires aux comptes ou experts comptables. Je vous invite à faire extrêmement attention à cette notion-là qui est de la récupération de la TVA quand elle engendre des opérations exclues et non pas soumises. Très bien. Nous avons également bien sûr l'application de la TAP et là ça dépendra de l'activité. C'est normalement 2%, mais il y a des activités qui ont des taux moins élevés ou bien qui offrent la possibilité de ce qu'on appelle une réfaction, donc une baisse de l'assiette imposable. Si par exemple vous avez un chiffre d'affaires de 1 million de dinars et que vous avez une réfaction de 25%, on va l'appliquer sur le chiffre d'affaires. Donc on calculera après réfaction sur le chiffre d'affaires le montant de la TAP.
Troisièmement, nous allons parler de l'UDS. Donc, par rapport à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, les personnes imposables vont être, maintenant, nous allons un petit peu préciser le champ d'application parce que nous précisons, nous sommes dans le régime réel IBS, donc les personnes imposables, à ce moment-là, deviennent toutes les sociétés de capitaux, de manière générale, hein, et aussi les sociétés de personnes qui ont opté pour le régime de l'impôt sur le bénéfice. Donc on est dans une notion de personne morale, mais personne de morale plutôt de capitaux ou hybride si elles n'ont pas opté pour l'IRG. Et à ce moment-là, c'est la personne morale qui va être imposée, hein, et non pas les associés. C'est la personne morale qui va être imposée. Cette personne morale, donc la société, va calculer l'IBS à travers une formule d'assiette fiscale. On va partir de la comptabilité, bien sûr, on va partir du résultat comptable, on va réintégrer toutes les charges qui sont non déductibles fiscalement, on va déduire tous les produits qui sont non imposables à l'IBS, donc les produits auxquels j'ai obtenu exonération ou bien qui sont expressément exonérés. Et je vais pouvoir, si j'ai des déficits antérieurs, je vais pouvoir les imputer également au bénéfice jusqu'à N-4. Donc au final, mon résultat fiscal égale résultat comptable plus charge non déductible, moins produit non imposable, moins déficit antérieur jusqu'à N-4. Le taux dépendra de l'activité, bien sûr, si on est dans la production, si on est dans le BTP ou si on est dans toute autre activité, le taux variera. Nous aurons néanmoins pour l'impôt sur le revenu global des associés qui vont recevoir les dividendes de ce bénéfice qui a été soumis ou expressément exonéré de l'IBS, nous allons avoir une nouvelle mesure qui est une exonération d'IRG. Ça veut dire qu'on va exclure, que ces associés vont exclure de leur assiette IRG les dividendes qu'ils auront perçus de bénéfices qui auront été soumis à IBS. Si ces personnes-là sont des personnes morales, donc là je parlais de personnes physiques, bien sûr, on parle des personnes physiques quand elles font leur déclaration annuelle IRG, si elles ont des dividendes de sociétés soumises à IBS, elles pourront exclure de l'assiette IRG ce dividende. Si ce sont des personnes morales, ça va être le même raisonnement, sauf que ça deviendra un produit non imposable. Ça veut dire qu'il va falloir que je le déduise de mon résultat pour avoir le résultat fiscal à imposer. Embrayons sur l'IRG justement. Donc finalement, pour ceux qui seront soumis au régime réel, mais régime réel IRG, ça va être maintenant les personnes physiques ou bien les sociétés de personnes, ou les associés des sociétés civiles professionnelles qui n'ont pas opté pour l'IBS. Très bien, donc on est vraiment dans une notion de forte responsabilité des associés ou de la personne physique dans son engagement par rapport au risque et donc la notion de société de personnes. Là, à ce moment-là, l'assiette fiscale, ça va être à peu près la même notion. On va partir d'un résultat fiscal qui sera égal au résultat en fait qui ne découle pas de l'activité réellement. On va partir du résultat directement distribué. Ça veut dire que nous n'aurons pas un résultat qui sera soumis à IBS, on aura un résultat directement distribué. Soit ça sera une personne physique, donc on considérera ça comme un revenu dont nous devons calculer le net imposable, et c'est pareil si je suis associé d'une société de personnes ou une société civile professionnelle. Donc au final, pour les personnes physiques soumises au régime réel, nous allons avoir une déclaration qui va inclure l'ensemble des revenus nets catégoriels, moins les charges personnelles dont j'ai le droit à déduction. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a vraiment quelques-unes, c'est très exhaustif, mais les charges personnelles dont j'ai droit à déduction sont listées bien sûr dans le Code des impôts directs et taxes assimilées. À ce moment-là, le résultat que je trouverai, je lui appliquerai le barème progressif en vigueur, bien sûr.
Il peut changer. Pour l'instant, il y a eu des aménagements par rapport aux salariés, par rapport aux revenus des bas salaires, donc les revenus bruts mensuels inférieurs à 30 000 dinars, ainsi qu'une tranche entre 30 000 et 40 000 dinars pour les handicapés et 30-35 000 dinars pour les autres. Mais là, je vous parle des personnes physiques qui ne sont pas soumis à la retenue à la source, dont ils ont obligation de faire une déclaration spontanée. Et là, ils vont bien sûr calculer leur assiette fiscale à travers une déclaration et appliquer le barème progressif. Très bien, ça c'est principalement les impacts des mesures LFC 2020 par rapport au régime réel. Maintenant, parlons de choses un petit peu plus intéressantes. Nous allons parler des exonérations fiscales. Et il y en a pas mal. Alors premièrement, je l'ai déjà évoqué dans la première vidéo quand j'ai parlé rapidement des mesures de la loi de finances d'une manière générale. Les activités basées dans certaines wilayas du Sud et certaines wilayas déléguées vont avoir une réduction d'IBS et d'IRG de l'ordre de 50%. Alors là, bien sûr, ça s'applique aux résultats de l'année 2020, hein, pas de 2019. Tout ce que j'ai dit même précédemment s'applique aux résultats de 2020 et non celui de 2019. La déclaration que l'on dépose en 2020, elle concerne 2019, elle ne concerne pas 2020. L'impôt concerne une activité sur un exercice. La loi est en vigueur à partir d'une date, donc on prend en compte l'exercice et non pas la déclaration. Très bien, ceci dit, je reviens aux exonérations. Et je vais parler maintenant de l'exonération de TVA et des droits de douane pour les produits et équipements destinés à la mosquée d'Alger. Donc là, vous allez avoir tous les intervenants, qu'ils soient locaux ou étrangers. La mosquée d'Alger bénéficie bien sûr d'exonération. Donc tous ceux qui vont fournir les équipements et matériaux et prestations de services par rapport à la construction de la mosquée d'Alger auront une exonération de TVA et de droits de douane. Nous avons aussi l'application temporaire du taux de TVA réduit à 9% pour le secteur touristique, quoi qu'il était déjà en place pour certaines activités touristiques. Là, il me semble, je ne pense pas me tromper, mais il me semble qu'il a été un petit peu plus élargi. J'interviens rarement dans le secteur touristique, mais il me semble qu'il a été élargi. Mais par contre, son application est temporaire et elle s'arrêtera au 31/12/2021. Elle concerne les activités hôtelières, thermales, la restauration classée, les voyages et les locations de véhicules touristiques de transport. Nous allons avoir aussi des exonérations très très importantes pour une période de 2 ans renouvelable, jusqu'à 100% d'exonération de TAP, TVA, IBS, IRG par rapport à tout produit ou équipement ou matière, que ça soit importé ou que ça soit acquis localement par des sous-traitants ou par des fournisseurs. Enfin, réellement le schéma n'est pas important, mais par contre la finalité, il faut qu'elle soit incontestablement destinée à disons pour être général, de la technologie, donc de la production technologique, équipement, machines, outillage, etc. À ce moment-là et sous certaines conditions, nous avons les détails dans la loi de finances complémentaire, nous aurons une exonération extrêmement importante et qui peut être supérieure à 2 ans, donc 2 ans renouvelables. Nous avons bien sûr l'augmentation aussi des dons, donc de 1 million à 2 millions de dinars. Ça, c'est intéressant pour ceux qui font des démarches à des associations ou des offres caritatives. Il y a bien sûr certaines conditions, mais ceux qui ont l'habitude de cotiser ou bien d'effectuer des dons auprès d'associations sont au courant de ces restrictions. Elles ne sont pas nombreuses. C'est le fait de bien vérifier que l'association est une réelle association qui œuvre pour la redistribution à but non lucratif, bien sûr, et avec un intérêt public. Donc, à ce moment-là, dès que vous êtes avec une association qui a un certain niveau d'agrémentation d'un point de vue humanitaire et même d'un point de vue social, vous pourrez bénéficier d'une déduction non plus de 1 million de dinars mais de 2 millions de dinars annuels. Ça veut dire que vous pouvez effectuer des dons jusqu'à 2 millions de dinars annuels.
Les produits pharmaceutiques, bien sûr, destinés, et même les dispositifs médicaux destinés à la lutte contre la pandémie Covid-19 sont exonérés de TVA et de droits de douane, et ce, bien sûr, jusqu'à l'annonce officielle par la présidence de la République de la fin de la pandémie. Dernier point que je vais aborder, et non pas des moindres, va concerner la fiscalité des startups. Alors, il y a des discussions, pratiquement là où je vais, le sujet est évoqué, car effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en Algérie, bien sûr, en matière de start-up. Tout est à faire et les opportunités sont réellement infinies. Ce qu'il faut savoir pour une start-up, c'est qu'on connaîtra l'acceptabilité de la notion de start-up aux sociétés ou entreprises algériennes à partir des règles d'application, des textes d'application, parce que nous saurons à ce moment-là ce que demandera l'administration fiscale pour considérer la société ou l'entreprise comme une start-up. Néanmoins, nous savons ce que c'est qu'une start-up. Une start-up ou une jeune pousse, composée de deux mots, start et up, donc une phase où on commence et une phase où on prouve nos capacités de développement. C'est une jeune entreprise, je n'emploie pas le mot société, j'emploie le mot entreprise. C'est une jeune entreprise de technologie innovante, jeune entreprise, technologie innovante qui répond à un besoin à très fort potentiel et qui présente de gros risques et qui a besoin pour se déployer d'investissements très importants. En général, on a énormément d'activités qui sont prises en charge. Alors, la définition internationale reconnue à un niveau international, ça va être ceux qui sont dans le numérique, dans la technologie, dans la biotechnologie et dans la technologie environnementale. Mais vous avez des pays qui élargissent ça à la technologie agricole, à la technologie des télécommunications, etc. Donc, mais on reste quand même toujours dans la notion de technologie. Si vous remplissez ces conditions-là, du moins nous saurons les détails des activités qui sont incluses dans la notion de start-up, dans les textes réglementaires. Mais si vous remplissez ces conditions, vous aurez droit à des exonérations pour une période de 3 ans, soit d'IFU, soit de tous les impôts relatifs au régime réel, donc TVA, IBS ou IRG si vous êtes soumis à l'IRG, et TAP également. Donc c'est un régime qui va vous permettre de faire des gains fiscaux considérables. En plus des possibilités de financement, l'ouverture aux sociétés de capital investment par rapport à la participation dans les startups algériennes. On leur a supprimé la restriction de limite à 49%. Enfin, le climat actuel juridique fiscal est très propice à l'innovation technologique en Algérie. Que ça soit par rapport à l'investissement étranger ou bien à la production locale. Nous avons aussi la suppression de l'obligation de partenariat à 51-49 pour les investisseurs étrangers qui souhaitent investir dans la production de biens ou services, sauf secteur stratégique bien sûr. Mais ces secteurs sont connus, oil and gas, militaire, etc. Enfin la liste est bien déterminée. Néanmoins, il reste énormément, dont les technologies, il reste énormément d'activités dans lesquelles les investisseurs étrangers peuvent créer des unités de production. Et même sous forme de start-up. Pourquoi pas? Parce que si vous le souhaitez, je peux vous faire une lecture au cas par cas de la start-up, mais ce n'est pas une forme juridique. La start-up n'est pas une forme juridique, c'est une notion entrepreneuriale. Vous n'avez pas, comme vous avez SARL ou SAS ou SPA en Algérie ou Société Anonyme en France ou LLP dans les pays anglophones, vous n'avez pas une forme juridique qui s'appelle start-up. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une définition pour une catégorie de personnes dans un temps donné. Très bien.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à me poser des questions ou à réagir à travers des commentaires ou à travers des messages par mail. Je partagerai également sur mon LinkedIn un support PDF à l'appui de la présente vidéo. Et n'hésitez pas encore une fois à me poser les questions si vous en avez. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.